comment l'utilisateur utilise tant de capteurs, à quelle fréquence, etc. C'est exactement ça qu'il faut qu'on dimensionne lorsqu'on parle d'un dimensionnement de capacité d'énergie à nourrir le système. Donc oui, effectivement, on travaille sur plusieurs formats. On est un laboratoire de recherche, mais on est aussi un laboratoire qui fait du benchmark de batterie, et avec une connaissance de l'ensemble des technologies, de l'ensemble des marques qui vont potentiellement vous intéresser et qui vont justement être pertinentes lorsqu'en fait vous allez spécifier les différents cas d'usage, quelle température d'utilisation, quel taux d'utilisation, quelle fréquence de recharge, etc. Et tout ça, en fait, on va basculer d'une technologie de matériaux, donc vous entendez parler beaucoup des piles lithium, etc. Lithium, pardon. Donc ça, c'est des technologies qu'on peut vous conseiller ou on peut vous en conseiller d'autres. Et puis après, il y a la forme il y a le facteur de forme, à savoir effectivement, est-ce que c'est des choses qui vont être des piles rondes, des piles boutons, des piles carrées, etc. Ou alors effectivement des piles souples, des batteries souples. Donc ici vous avez un exemple qui avait été réalisé pour le domaine du textile justement, où vous avez quelque chose alors certes qui est souple, donc en fait on est complètement dans une technologie j'allais dire malléable, et ça c'est ce que vous retrouvez par exemple à l'intérieur d'une pile, d'une batterie pour une voiture. Donc en fait dans une voiture ça ne se voit pas, les véhicules électriques, je l'entends, ces espèces de feuilles sont enroulées sur elles-mêmes, on forme des cylindres, et puis en fait on forme une batterie de voiture avec plusieurs de ces cylindres. Donc en fait c'est cette connaissance qui nous permet d'exploiter, j'allais dire, et que ce soit les matériaux ou la réalisation en termes de form factor, qui nous permet donc de réaliser tout un tas d'objets différents et variés. Donc ici, on a justement pris ce qui est à l'intérieur d'une pile, d'une cellule, et puis en fait, on l'utilise dans sa forme native, à savoir un format, alors qu'il faut rendre étanche évidemment, puisque vous avez des matériaux à l'intérieur qu'on n'a pas retrouvés sur la peau. Mais c'est tout à fait compatible avec évidemment des choses qui peuvent se laver, des choses qui peuvent s'utiliser dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel domaine de température, etc. Donc cette forme, vous l'avez en format A4, vous l'avez en plus petit format, et puis après, alors là je vais replacer le débat, c'est-à-dire que le principe, le marché des objets connectés, les grands analystes le disent, c'est entre 20 et 50 milliards d'objets connectés en 2020. C'est des choses dont il faut bien être conscient qu'effectivement on n'aura pas des batteries à chaque objet, on aura ces systèmes de récupération d'énergie dont on parlait tout à l'heure, que ce soit piezo-mécanique, vibratoire ou solaire, etc. Et après, le dimensionnement de ce que l'on voudra, j'allais dire, récupérer, parce qu'en fait, à chaque système de récupération d'énergie, il faudra un petit buffer qui va stocker l'énergie, et cette énergie, une fois qu'elle sera suffisante pour alimenter le capteur, et en fait, elle partira vers le capteur pour alimenter le capteur et potentiellement alimenter le système de transmission sans fil pour informer l'utilisateur. Oui, donc, il y a toujours une phase de stockage. Il y a toujours une phase de stockage. Donc ce système peut être effectivement le système de stockage lié à un panneau solaire, lié à un système de récupération d'énergie mécanique, etc. Et donc par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, par rapport au cycle de vie tel que le disait Brice, en fait on va vous dimensionner alors soit la taille de ce système, soit une autre technologie qui aura une autre forme et une capacité équivalente, ou en tout cas celle qui sera demandée. Voilà. Ce panneau est souple, mais on ne peut pas le plier techniquement. Alors, ce panneau est souple et en fonctionnement, on peut le plier comme ça. Donc, c'est-à-dire s'il est dans une poche, dans une veste de montagne ou dans un sac à dos ou n'importe quoi, vous allez avoir le même usage que vous avez avec votre lampe, avec votre sac à dos ou avec votre veste. C'est vraiment quelque chose qui est souple. Alors, deux avantages. Souple, évidemment, et puis celui qui ne se voit pas à première vue, c'est conformable. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, quelque chose comme ça à rentrer dans une chaussure de ski, en fait, vous pouvez l'utiliser, le rendre à la forme de votre chausson ou de votre coque de chaussure ou de n'importe quel système, et le rendre rigide une fois qu'il a pris la bonne forme que vous voulez. Voilà, donc deux avantages pour cette même technologie. En fait, l'histoire est que dans le domaine des textiles connectés ou intelligents, il y a eu toute une démarche sur la miniaturisation finalement de systèmes électroniques qui étaient insérés dans des structures textiles existantes. Et donc on est allé un petit peu plus loin dans cette logique-là, en essayant de rendre la fibre elle-même fonctionnelle ou multifonctionnelle aujourd'hui. Donc on dispose dans l'établissement d'un certain nombre de moyens de mise en œuvre de fibres synthétiques qu'on peut fonctionnaliser par des nanotubes de carbone ou par diverses inductions. Et donc on s'est lancé dans le développement de capteurs, alors qu'ils soient donc thermiques, chimiques ou mécaniques globalement, et où on a été confronté systématiquement au fait que ces dispositifs devaient être alimentés par des batteries électriques et que finalement c'était un petit peu le facteur limitant pour leur développement.
parce qu'une batterie c'est encombrant, enfin, c'est un boîtier alors, du coup, qu'on est obligé de rajouter dans le vêtement de protection dans la structure textile. Et donc c'est ni très élégant, ni très fiable, et en tout cas au niveau de durabilité ça pose un problème. Donc la logique pour alimenter ces capteurs, c'était que le textile devienne lui-même générateur d'électricité. Donc on s'est mis à travailler depuis quelques années maintenant sur les aspects de récupération d'énergie. Alors on a évoqué le photovoltaïque, nous on est plutôt dans la démarche piézoélectrique aujourd'hui, c'est-à-dire que le mouvement mécanique du porteur est susceptible de générer l'électricité suffisante pour alimenter les capteurs qu'on veut développer. Mais ça reste une vision aujourd'hui, alors on est très très loin d'une part de l'industrialisation et de la commercialisation encore plus, enfin ça dépendra un petit peu de l'argent qu'on nous donne pour pouvoir développer ça, mais on est à des degrés de performance qui sont relativement faibles, mais qui montrent un chemin qui est quand même assez assuré et très intéressant dans plein d'applications, dont la collecte de données diverses et variées pour le sport, dans le médical, plein d'autres types d'applications. Vous pouvez nous donner une petite indication d'un calendrier en termes de recherche, vous voyez dans plusieurs années? Alors, oui, ce sera vraisemblablement dans plusieurs années, parce qu'aujourd'hui on est très très loin de la performance macroscopique, je dirais, où on va pas recharger notre téléphone portable rien qu'en bougeant comme ça, enfin, avec ce type de fibre. On a une évolution des performances à des degrés qu'on mesure, mais qui sont quasiment nanométriques aujourd'hui. En fait, il y a énormément de problèmes en amont, parce qu'en fait, c'est principalement lié sur des fibres, donc des fibres qui sont inférieures aux 100 microns dont parlait monsieur là. Donc c'est plus fin qu'un cheveu, et dans ces cheveux-là, il y a 2, 3, 4 couches différentes, et donc les rendre compatibles, mais pas trop, l'une conductrice, l'autre avec des effets piezo, et donc avec des propriétés qui de temps en temps sont un petit peu contradictoires, ça demande un travail amont qui est long, difficile, et puis je dois dire qu'on progresse en marchant, parce qu'il y a des problématiques qu'on n'avait pas détectées au départ, et qu'on découvre au fur et à mesure du développement du produit. Donc le calendrier est très très difficile à prévoir, d'autant plus que pour les labos de recherche comme nous, le fait de passer de l'échelle laboratoire à une échelle pilote puis industrielle pose quand même un certain nombre de problèmes, alors qui sont liés un petit peu à l'environnement industriel et matériel qu'on peut avoir dans nos régions, mais qui sont liés aussi au fait que ça devient une mise en œuvre tellement fine que de passer d'une machine à une autre, ça demande énormément d'ajustements, donc c'est un petit peu compliqué. Ça peut être générateur de temps. On entend bien on n'est pas encore arrivé au bout de cette affaire. Mais ceci dit, ce serait donc de l'énergie piezo, enfin de la piezoélectricité ou piezo. Alors, vous pouvez en parler un peu plus? Oui, alors on s'est orienté sur le piezo parce que ça nous a paru être le moyen le plus élégant, compte tenu des moyens dont on disposait, et compte tenu du fait qu'en région nord, là-haut, à Tourcoing, là c'est ouvert il y a 2-3 ans maintenant, le Centre européen des textiles innovants, qui dispose de moyens de mise en œuvre de fibres multicouches comme ça, qui est tout à fait original, parce que il y a 5 machines qui existent comme ça dans le monde actuellement, enfin qui ont été identifiées, et donc ça nous permet à nous chercheurs de pouvoir nous amuser avec ce genre de machine et faire des objets tout à fait originaux. Mais du coup, le handicap de cette situation-là, c'est que les machines sont tellement originales que vouloir envisager un scaling up de ces produits-là, c'est aussi un souci, parce que ça demande des investissements matériels qui sont colossaux. Alors là, en ce qui concerne l'énergie, on a aussi besoin d'éduquer, je dirais, l'usager. Et nous, dans notre proposition de valeur, on réfléchit à 3 choses. La première chose qu'on demande, c'est quel usage vous souhaitez faire de cette énergie. En fonction de cet usage, on va dimensionner une surface des centimètres carrés. Et avec ces centimètres carrés, on va vous dire on est en capacité de répondre et de l'intégrer sur l'objet, ou dans le domaine que l'on souhaite, sur l'objet, sur un textile ou autre chose. Aujourd'hui, avec en gros 250 cm², on est en capacité d'amener 1 watt sous une illumination comme aujourd'hui. La particularité de notre technologie, c'est que contrairement aux technologies du silicium, c'est très souple
et aussi on n'a pas de chute on a une chute beaucoup plus faible du rendement si le temps devient nuageux, puisqu'en fait c'est sur l'intensité lumineuse que le produit va fonctionner. Donc ça nous donne des avantages. Amener un watt en continu, c'est pas suffisant pour charger un appareil tel qu'un smartphone, si on va prendre un appareil commun. Par contre, on a tout un tas de petits capteurs pour lesquels ça peut suffire. Si on est dans des produits qui sont beaucoup plus consommateurs, c'est pour ça qu'on a développé une partie électronique et de stockage qui permet de restituer l'énergie très rapidement. Aujourd'hui, on accepte de pouvoir charger son téléphone par un panneau solaire, pas de souci. Par contre, il faut toujours aller vite. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé une solution intermédiaire qui nous permet d'avoir une sortie avec un port USB qui fait qu'on reproduit ce que vous faites lorsque vous chargez à travers votre ordinateur, si vous branchez votre smartphone sur votre ordinateur pour le charger. Donc ça fait partie de la connaissance de l'usager pour pouvoir y répondre le mieux possible. Et cette éducation est assez indispensable.